avec Philippe Hurtaud. Merci beaucoup Anne, merci tout le monde. D'abord, merci aux organisateurs de l'événement. On ne le répétera pas assez, là, c'est important dans le contexte actuel de prendre des moments de réflexion tout le monde ensemble, là, créer ce genre d'espace pour penser notre action qu'on doit faire en commun. Vraiment, moi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Bon, c'est maintenant un euphémisme de le dire, là, on est dans une crise assez incroyable, assez sans précédent. Et pour être tout à fait honnête, on peut avoir l'impression qu'on échoue actuellement à définir des lignes directrices qui visent à saisir les opportunités qui peuvent se présenter. Ma présentation, bien entendu, elle ne vise pas là, à fournir un paquet de réponses toutes faites, là, mais vraiment, plus modestement, peut-être donner certaines idées pour la suite. Et ça va un bon lien avec ce que Louise vient de nous présenter sur la démarchandisation, démocratisation. Et aussi, je suis convaincu que tantôt, la présentation que Pierre-Antoine va nous faire sur la fiscalité va trouver certains échos avec ce que je dis. Parce que dans le fond, à chaque fois, on pose un peu la même question. Et je m'excuse si je sursimplifie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est toujours la même question qu'on finit par se poser. Bon, à travers ça, vous comprendrez que c'est davantage le militant en moi qui va s'exprimer aujourd'hui que l'académique. La sortie de crise nous offre un contexte qui peut être favorable pour lancer des propositions audacieuses qui dépassent la simple justesse au plan analytique, mais qui peuvent avoir une portée politique importante pour l'avenir. Face au gouvernement, et ça, le gouvernement du Québec n'est pas différent des autres, face au gouvernement, donc, qui dirige leur action essentiellement vers une espèce d'impératif de retour à la normale, la pandémie ouvre un espace d'inflexion pour que ce retour soit pas si normal que ça, ou minimalement un peu favorable, espérons-le, à des principes de transition juste et ou de justice sociale. Et là, je dis que c'est plus un témoignage de militant que je vais faire. On est malgré tout dans un colloque, donc le militant en moi va faire un petit peu d'effort de conceptualisation quand même. Parce que oui, bon, on peut lancer comme ça des idées. C'est peut-être bien de les circonscrire un peu. Trois choses me semblent importantes là, pour ce bout un peu plus théorique-là, qui pourrait, puis je l'ai dit simplement pour peut-être aider à saisir la nature des propositions ou des idées que je vais dire en deuxième partie de présentation. D'abord, pour comprendre le propos que je présente, il est intéressant, où je le dis, disons, pour expliciter certaines choses, que j'utilise un concept qui nous vient de la phénoménologie développé par Husserl, le concept d'époqué, que je reprends, entre autres, en ce qui me concerne, davantage des travaux réalisés par Miguel Abinsour sur l'utopie et la démocratie. Pour le dire très rapidement, qu'est-ce que c'est que ça, l'époqué? À la suite d'Abinsour, bien entendu, on peut le comprendre comme un principe de mise entre parenthèses de l'état normal des choses. Un moment de fondation, un moment où les fondations de la société sont explicitement exposées au jugement critique. Donc, il ne s'agit pas simplement de, disons, penser à l'extérieur de la boîte, comme on dit souvent, mais réellement s'intéresser aux bifurcations qui ont une portée instituante pour la suite des choses. Et, à bien des égards, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, la pandémie est un de ces moments de suspension qui rend concret l'idée qu'un changement de trajectoire est possible. Des changements de trajectoire qu'on aurait pu imaginer il y a 2 ans, 3 ans comme étant bloqués. Aujourd'hui, l'action massive des gouvernements, par exemple, nous dit qu'il est possible collectivement de faire des choses quand on se donne les moyens. Deuxième élément, pour vous aider à comprendre aussi où est-ce que je m'en vais avec mes skis. Deuxième élément, pour moi, intéressant, vient des travaux récents réalisés par Pierre Dardot et Christian Laval qui comprennent le néolibéralisme
et là je le reprends en prenant le titre de leur ouvrage, là, le néolibéralisme comme choix de la guerre civile. C'est-à-dire comme un ensemble assez polymorphe, assez varié de pratiques destinées à réaliser un projet de pure société de marché. Vraiment une insistance de la part de ces auteurs-là sur l'opportunisme tactique des principaux promoteurs du néolibéralisme. Au-delà de leur caractère d'idéologue, c'est des tacticiens, ces gens-là, et ça, c'est important de se le rappeler. Et c'est important de se le rappeler dans le contexte actuel, puis des fois, c'est peut-être bien de dire des évidences. La sortie de crise, elle peut faire bien des choses, mais elle ne peut pas être neutre. Elle peut renforcer, consolider le néolibéralisme, elle peut l'affaiblir, elle peut lui faire révéler son visage le plus hideux et autoritaire, mais il serait assez surprenant que ce soit une reproduction à l'identique qui nous attende dans les mois et les années à venir. Troisième élément, encore là plus conceptuel, c'est la nature très culturelle du combat qui s'ouvre dans cet espace-là qui est l'après-pandémie, simplement pour éviter les approches trop strictement matérialistes, bien entendu. On le voit un peu avec les événements de la capitale fédérale. Et là, je m'excuse de le dire très rapidement, mais on assiste, et là, si je le synthétise le plus que je peux, on assiste à bien des égards à un mouvement qui coalise le mécontentement des classes moyennes blanches de banlieue, essentiellement. Et ça, c'est intéressant, même qu'on s'intéresse à d'où viennent les donations à ce dit mouvement-là. Ça vient essentiellement des couronnes, des différentes grandes villes du Canada. Puis ça, c'est un indicateur comme un autre qui nous amène à penser, qui peut nous amener à penser qu'on est en fait face à une espèce de révolte de gens de la classe moyenne, mais ces gens qui, assez paradoxalement, d'un point de vue sanitaire, ont été, toutes choses étant relatives, les moins touchés par la pandémie, mais qui ont été les plus affectés par la restriction de leurs droits de consommation. Et c'est cette révolte-là qui s'exprime et que c'est cette révolte-là qui met la table pour un renforcement post-crise des réflexes néolibéraux, c'est-à-dire les réflexes consuméristes de base. Donc, à l'aide de ces trois éléments-là, concept de mise en parenthèse, l'idée de guerre civile, l'idée de culture, vraiment le socle identitaire qui est la consommation, la sortie de crise, actuellement, prend essentiellement des allures réactionnaires. Puis là, c'est pas juste en raison des actions un peu délirantes là, de nos amis d'extrême droite à Ottawa, mais par l'action gouvernementale elle-même, si je peux dire. À Québec, la sortie de crise va prendre ou semble prendre les formes d'une réponse politique précisément à ce mécontentement consumérisme exprimé. Ce qui me semble être la toile de fond fondamentale pour comprendre l'orientation quand on écoute M. Legault, M. Dubé, M. Girard et les autres à Québec. L'absolue nécessité de laisser intact notre régime fiscal, Pierre-Antoine va certainement y revenir plus longtemps que moi tantôt, à ne pas utiliser la crise pour instaurer des réformes destinées à faire payer soit les plus riches, soit les entreprises. Là-dessus, le ministre des Finances est d'une très, très grande limpidité. En pleine pandémie, au moment même où les déficits explosaient et qu'on se demandait tous si on allait faire faillite ou je ne sais pas trop quoi, il continuait d'aller de l'avant avec l'idée de la réduction des taxes scolaires précisément pour donner des cadeaux fiscaux aux mêmes gens qui sont présentement fâchés des mesures sanitaires, c'est-à-dire les propriétaires de bungalows à Longueuil. Pas simplement à Longueuil, bien entendu, dans tous les bungalows du monde entier. Et aujourd'hui, il met très clairement au jeu, et là je prends les paroles du ministre des Finances, il n'y aura pas de réforme fiscale au Québec. La pandémie ne nous enseigne rien. Il ne faut pas donner plus de moyens pour étendre notre capacité collective, et il ne faut certainement pas distribuer davantage de la richesse. Ça, c'est un retour à la normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, au plan budgétaire, oui, bien entendu, il y a des investissements assez massifs, notamment en santé et en services sociaux, mais il demeure que ça reste des réinvestissements qui ont une approche, comment dire, je dirais, sans portée structurante. C'est des réinvestissements temporaires, ad hoc, qui visent à amener des solutions à un problème
entre guillemets, là, en fait, les solutions sont entre guillemets, le problème est bien réel, et c'est des réinvestissements déconnectés d'une vision globale orientée vers la satisfaction des besoins populationnels. Hein, c'est surtout, en fait, essentiellement, je dirais, une réponse politique de marché, c'est-à-dire le gouvernement répond au sondage, essentiellement, dans sa politique de réinvestissement, bien davantage qu'il met en place une politique structurante. Et là, un autre élément qui est intéressant, troisième élément ici, c'est au niveau, disons, là, il y a peut-être une vision à long terme qui commence à se laisser voir. C'est, encore là, un élément que je connais un peu mieux. Au niveau du projet de refonte du réseau de la santé et des services sociaux au Québec, qui est piloté et avancé par le ministre Christian Dubé, on y parle essentiellement de quoi? De décentralisation, de fluidité de l'information et d'optimisation comptable. Moi, je pense que c'est les trois socles des projets de réforme avancés par le ministre. Et encore là, on est face à une posture qui vise essentiellement à dégager, produire un message politique fort simple, contenter le contribuable en moi qui trouve qu'il n'en a pas pour son argent avec son réseau. Il ne s'agit pas d'améliorer le réseau, il ne s'agit pas de le remettre sur ses pieds, il s'agit simplement de gérer mon mécontentement de contribuable. Et donc, rendu là, chacun de ces éléments-là, que je viens de dire, pour moi, montre qu'on est bien dans une sortie de crise néolibérale actuellement. C'est un peu ce que j'ai voulu tracer à grands traits, en insistant sur l'idée d'un approfondissement, disons, de notre rapport consumérisme aux institutions publiques. Mais à contrario, pourtant, il y a d'autres lignes programmatiques qui pourraient être exploitées et là, pour revenir vraiment plus directement au thème du colloque, dans l'après-pandémie, quelle place on peut donner aux services publics pour penser ou se projeter au-delà du carcan néolibéral? Dans les derniers mois, j'ai eu la chance là, de mener certaines enquêtes d'opinion publique et je vais vous en synthétiser un peu les résultats dans trois grands axes programmatiques qui s'intéressent vraiment aux services publics comme à la fois dans la stratégie discursive pour en parler et pour en faire un fondement solide, structurant pour la suite. D'abord, débutons par l'enjeu de l'accès aux services. Ce qui est un peu décourageant, mais fascinant, dans les différents sondages qu'on peut faire, il y a un fait qui saute aux yeux directement. Il n'existe aucun préjugé favorable ou défavorable envers le caractère public ou privé des services. Tout ce qui compte, quand on sonde les gens, tout ce qui compte pour les gens, c'est de pouvoir obtenir le service en temps requis. Que ce soit une clinique privée, une clinique publique, ça n'a aucune espèce d'importance dans la tête des gens. Sur cette base, évidemment, le recours privé est grandement facilité ou légitimé parce qu'il se présente évidemment comme une facilitation de l'accès. Mais ça pose pour nous un défi de construction, d'adhésion politique autour du principe de service public gratuit, universellement accessible. Et sur ça, il me semble qu'il y a certains éléments sur lesquels on gagnerait à insister davantage. D'abord, quand on parle du privé, je dirais Jésus, Marie, Joseph, arrêtez de simplement parler du privé. Dans nos dénonciations, incarner ce privé-là. De qui on parle, de quelle entreprise, c'est qui les boss, combien d'argent ils font, où est-ce qu'ils habitent. Rendre concret le propos. Qui est-ce qui n'a pas accès au service? Pas simplement dire « nous sommes contre la santé à deux vitesses ». Personne ne sait c'est quoi. Personne ne sait à quoi ça réfère. On est très, très loin de l'époque où les gens avaient une mémoire très claire des conséquences réelles et tangibles d'une santé à deux vitesses. Ne plus prendre pour acquis que les gens s'en souviennent. Hein, le méchant dans cette histoire-là, il faut le construire. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Deuxième élément, quand on dit que les gens veulent avoir accès aux services dont ils ont besoin, bien, quand on défend la structure publique du réseau, le défendre au nom de cet accès et non pas au nom de la structure publique du réseau. Hein? Il ne faut pas oublier une vérité essentielle ici. Dans la tête du monde, ce n'est pas le caractère public qui aime du réseau, c'est que le fait que ça leur donne accès à des services. Insister sur cet élément-là en toutes circonstances. Et finalement, considérant les ratés manifestes du réseau de la santé, mais on pourrait parler de l'éducation, des services de garde, etc., bien, rompre
avec une posture conservatrice qui est la nôtre, là je parle de la nôtre, notre belle famille progressiste, ou est-ce qu'on est essentiellement des défenseurs de statu quo? Nous, on est là pour défendre des acquis du passé. Non, nous devrions être là pour être les plus grands agents de proposition de réforme pour l'avenir. Un peu moins regarder par en arrière, un peu plus regarder par en avant. Deuxième élément sur la démocratie, qui me semble être une ligne intéressante, puis ça va bien compléter ce que Louise a dit en termes de positionnement tactique. Bien, on peut réfléchir en termes d'élargissement du pouvoir à la fois citoyen des travailleuses pour l'opposer à précisément ce qui a été construit ces dernières années, c'est-à-dire des réformes managériales qui briment l'efficacité, l'efficience des services à la population. Hein? Ne pas laisser l'efficacité et l'efficience entre les mains des néolibéraux, se le récupérer, parce qu'effectivement, le contrôle collectif, le fameux pouvoir collectif que Louise disait, c'est bien la bonne façon de construire des services efficaces et efficients. Ça répond aux besoins des gens et non pas aux besoins des gestionnaires. Donc, là-dessus, il y a un peu de judo qui serait intéressant, un peu de judo à faire qui serait intéressant en termes d'argumentaire. Hein, dans la santé, les services sociaux, la loi 30, la loi 10, c'est un désastre en termes d'efficacité. Il y a quelque chose ici à ne pas oublier. L'inverse de ça serait une réappropriation collective. Et dernier élément, puisque le temps file, viser, disons, l'humanisation des services publics par une affirmation décomplexée de la primauté, de l'avantage normatif des rapports sociaux non marchands que les services publics organisent de fait. Hein? Dans un contexte de changement climatique, il me semble qu'on a là une prise fort intéressante. Les changements climatiques ne peuvent pas être combattus avec dont la pensée économique dominante qui réfléchit en termes de croissance, et bon, etc., etc., etc. Les services publics qui organisent précisément des rapports non marchands sont déjà un peu libérés de cette logique de croissance-là. Utiliser les services publics comme un exemple à suivre pour la suite des choses, un exemple à suivre pour la transition juste, se poser en modèle, utiliser nos services publics comme un modèle de, tu sais, une société sobre en carbone, là, ça ressemble à quoi? Mais ça ressemble à plus d'éducation, à plus de services de garde, puis à plus de santé. Bref, le temps file, j'ai dit beaucoup de choses. Je vais laisser Pierre-Antoine tout conclure. Merci beaucoup, Philippe.